dit, mais tout ça, c'est sur des coûts, il faut le savoir, puisque nous avons un nombre de maîtres nageurs, un nombre d'agents qui sont à l'intérieur du centre nautique, qui doivent respecter un certain nombre d'horaires hebdomadaires. Donc si on allonge les périodes, soit du centre nautique, soit du sauna Yaman, parce que je pense aussi à ça, parce que c'est trop court aussi le sauna Yaman pour les gens qui doivent aller le soir ou le lundi, donc ça entraîne des coûts. Donc on a entendu tout ça pour effectivement qu'on donne satisfaction maximum à la population, mais en économisant aussi un maximum. Mais vous pensez faire une nocturne de plus, et là, pour ceux qui savent pas, il y a une nocturne déjà le mercredi soir jusqu'à 21h, et effectivement ça ferme le samedi, dimanche à 13h, donc on verrait pour avoir une deuxième nocturne, et puis dimanche après-midi jusqu'à une heure raisonnable. Mais cette réflexion, elle est dans un mois, dans 3 mois, on a évidemment, enfin, elle est en cours. Elle est en cours. La réflexion est en cours, mais après il faut trouver le personnel, il faut engager les budgets, etc. C'est pas... Vous savez, je veux dire une chose, on aura une idée véritablement du fonctionnement de la piscine au bout d'une année, avec une saison estivale. Donc je trouve franchement que poser ce genre de questions dénote une totale incompréhension du fonctionnement d'une piscine. Mais comment vous faire une analyse de l'analyse, on la fera au bout d'une année en fonction effectivement des demandes des gens. Je peux vous dire, madame, s'il vous plaît, je peux déjà vous dire qu'il y a eu 9500 entrées. Bon, c'est pas rien. Que je suis allé l'autre jour à une soirée de handisport, ils nous sont tous tombés dans les bras, si on peut dire, pour dire bravo, c'est merveilleux, etc. Donc on analyse ça, on va voir. J'ai été moi-même saisi d'un certain nombre de demandes d'ouverture un peu plus tardives, et 21h, effectivement, pour celles et ceux qui vont travailler, c'est pas court, il faut l'envisager, mais derrière, il y a du personnel, il y a des coûts, et il faut savoir combien de personnes. Parce que quand on vous dit, moi sur la nuit de Longueuil, on dit ça ferme trop tôt. Une personne, deux personnes, c'est 100 ou c'est 2 personnes? Donc on va voir, on va faire des essais. Donc on va voir ce qu'il en est, et on ne peut pas tirer des conclusions hâtives comme vous le demandez maintenant. Merci. Je peux juste finir ce que j'avais commencé à dire. Comment peut-on faire une analyse quand c'est fermé? On ne peut pas savoir si le... mais on va faire des essais. Écoutez, vous n'allez pas nous apprendre à gérer un équipement public. Merci. Je trouve ça ridicule, la manière dont vous posez la question. C'est pas cette prétention. Eh bien, c'est pas cette prétention, mais moi je vous le dis. Parce qu'on va regarder comment ça se passe, on va faire des essais, on va voir si on ouvre et qu'il n'y a personne derrière. Mais attendez un peu, c'est au bout d'une année qu'on va voir quoi. Je signale qu'une piscine, ça a une durée de 40 ans, donc vous avez encore un peu de temps. Je voulais parler d'essais, c'est pas... Alors, voilà, donc voilà pour ce qui est. Charles Ivanovic, vous avez un complément d'enquête? Non, c'est bon. Bon, merci. C'est bon, c'est bon. Excusez-moi. Donc on mettra vos 2 questions en facteur commun avec l'information du maire, et ensuite, bien évidemment, on mettra les explications que vous avez données, sur le compte rendu, de manière que tout le monde soit d'accord. Alors, Éric Lauvernet, ça vous semble faisant du cas. Pas une question, mais le fond de la question. Monsieur le maire, il s'agit donc de l'hippodrome. On a vu circuler un document qui était émis par France Gallo, et France Gallo faisait état des opportunités qu'il pouvait avoir pour rebâtir 4 hippodromes de la région parisienne. Et parmi ces 4, il comptait en choisir 2. Et donc dans les 4, il y avait Maison Lafitte. Alors même si on a compris que l'hippodrome, pour l'instant, dans l'état en tout cas, il n'était pas constructible, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'avec ce qui s'est passé sur le Rond-Sévigné, un endroit non constructible, il a pu être transformé en endroit constructible. Et donc c'est pour ça que on souhaitait vous poser la question pour savoir ce qu'il en était, si vous avez des informations de ce côté-là. Alors, votre question est mal rédigée. Et je veux dire pourquoi. Tout simplement parce que ce que vous avez vu passer, que j'ai vu passer aussi, puisque moi j'ai fait un communiqué, on a commencé, j'ai été alerté par Dédé la terreur des Malcons, mon ami Santini, qui m'a dit tu vas voir ce qui va tomber, c'est ça sur 5 coups. J'ai fait passer un communiqué qui voulait construire sur 5 coups 6500 logements. Sauf que c'est pas tout France Gallo. C'est les vaticinations et billevésées de technocrates frustrés de la FTRP qui, mal pilotés par le politique, se sont lancés dans tout un tas de choses, puisqu'il y a, alors je peux vous dire,
même le préfet n'était pas au courant. Donc ça a fait un pataquès multiple. Donc il y a l'hippodrome d'Anguin, l'hippodrome de Maisons-Lafitte, l'hippodrome de Saint-Cloud, l'hippodrome de Rambouillet, la plaine de Montesson, la carrière Gallieni qui est sur le terrain de l'ONF, etc., sur lesquels ils se sont amusés à vaticiner, à raconter un tas de conneries. Donc moi, ce que je vais leur proposer, connerie pour connerie, c'est que sur les hippodromes qu'il y a, parce qu'il y a PPRI, etc., sur le féminin, vous oubliez, ça a été une bataille avec le service de la navigation, je peux vous dire, ça n'a pas été sans mal avec des compensations, etc. Donc là, c'est impossible. L'hippodrome de Maisons-Lafitte est inconstructible. Sa valeur vénale, zéro. Zéro. Donc c'est pas la peine d'assister. En revanche, puisque j'ai vu ça dans un certain nombre de pays en voie de développement, on peut peut-être construire des logements de sociaux sur les cimetières, on offrir en dessus. Parce que voilà, je crois qu'à un moment, il faut dire, quand on entend des bêtises de ce type, c'est simplement des vaticinations de technocrates qui disent, bah, tiens, si on faisait ci, si on faisait là, etc. Donc tout ça, ce sont des billevesées. Et je peux vous dire que je vais m'amuser 5 minutes quand je vais attraper un ministre de l'équipement pour lui raconter la manière de ce que je pense. Parce que ça ne tient pas. Non. Tu veux rajouter quelque chose, Théo? Non, je veux juste dire que France Gallo a formellement démenti avoir jamais avancé des propositions de ce type. Et c'est pas eux, c'est la FTRP qui a quelques technocrates frustrés dont le fantasme, après sans doute un bon verre de cognac ou deux, voilà, c'est ça, la réalité. Voilà. La FTRP, c'est l'agence foncière de la région parisienne. Oui, mon cher Nicolas. Si je m'abuse, s'appelle le Grand Paris Aménagement Local. Oui, mais non, ça a changé de nom. Comment il s'appelle? C'est le ministère de l'égalité des territoires et du logement, hein, pas le ministère de l'équipement. Ouais, on s'en vient au même. Non, mais juste parce que évitez de m'écrire. Merci. Non, mais là, franchement, je veux dire, alors, je peux vous dire que, bon, un certain nombre de personnes, de hauts fonctionnaires, étaient fous furieux quand ils ont vu ça, parce qu'on lance des pélos. Alors, vous avez vu quand c'est tombé. Alors, moi, j'avais cru que c'était un billard à plusieurs rangs, vous voyez, etc. Et en réalité, c'est l'équilibration d'aménageurs, on va dire, et d'urbanistes qui essayent de tirer toujours. Mais l'idée, vous savez, moi j'avais entendu dans l'ancien gouvernement, on pouvait construire dans les délaissés d'autoroute. Vous avez par exemple un rond, une branche d'accès à l'autoroute. Et au milieu, effectivement, il y a des délaissés. Et certains se sont dit, bon là on va mettre des logements. Chiche. Voilà, ben ça me rappelle l'histoire dans l'Écossais. Les gendarmes l'avaient arrêté parce qu'il avait planté sa tente au milieu de la montante et descendante sur une autoroute. Voilà, bon, ce sera un peu la même chose, vous voyez, pour la qualité de vie, c'est merveilleux. Voilà, alors Anne Laval, allez-y. Monsieur le maire, où en est-on de l'élaboration du plan local d'urbanisme? Vous aviez annoncé un groupe de travail. Quand serons-nous sollicités? Très bientôt. Très bientôt. Alors, nous avons commencé nos travaux sur la base du diagnostic et il fallait, comme dirait Bergeron, du grain à moudre. C'est-à-dire qu'on a commencé à réfléchir pour qu'on vous propose au comité de pilotage. Alors, le comité de pilotage est convié le 24 avril. C'est un vendredi matin. Est-ce que... Non, mais parce qu'il y a avec moi, je serai libre, parce que... Mais cela étant, j'espère que ça fonctionne pour tout le monde. Donc, on va présenter comme un copie. Il y aura une réunion publique dans la foulée. Et ensuite, on s'attaque ensuite au plan d'aménagement de développement durable. Et après, les orientations d'aménagement de programmation. On devrait rendre la copie donc en mai 2016 pour le PLU. Après, bien sûr, la concertation, les enquêtes publiques et tout ce qui quantifie. Donc, on va continuer ce genre de choses. On s'aperçoit, je peux déjà vous dire que il y a tout un tas de réflexions qui montrent à la fois les possibilités et les limites. Et on va en dire un mot tout à l'heure sur les conventions FI. Voilà, ça vous va? Donc 24 avril au matin. Ça vous va aussi? Oui? Bon, de toute façon, les uns et les autres, moi je convie et puis vous venez. Hein. Bien. Alors, j'en ai terminé avec les questions et je vous remercie de la qualité des questions, même si l'actualité nous a permis de répondre à un certain nombre de fantasmes. Alors, on vient maintenant à l'ordre du jour, commission municipale des décisions des membres. Alors, écoutez, on va faire ça un paquet commun.
parce que nous avons d'abord les commissions municipales, vous les avez. Donc vous avez tous une place dans les commissions, vous êtes d'accord? Ça a été vu, revu et corrigé. Pas d'objection, adopté. On va pas s'embêter longtemps avec ça. Donc je passe à la commission d'appel d'offres. La nouvelle commission, comme vous le savez, quand il y a des morts au combat, on a mis l'histoire de l'eau et font ta place. Et donc, ça signifie que vous savez comment ça se passe, c'est qu'on avait voté une liste, derrière on avait mis des suppléants, et les suppléants c'est pas horizontal, mais c'est, s'il y en a un qui manque dans les titulaires, monte la liste des suppléants. Ainsi, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Dominique Bams en titulaire. Et en suppléant, Marie Salin, Jacques Barrault, Frédéric Lebrun, Anne Lamagne. Pas d'objection, on en prend acte. Je poursuis maintenant avec le CCAS, où là aussi vous avez la liste du CCAS. Donc vous avez donc au centre d'action sociale, Monique Piget, Bertrand Balanda, Marie-Liesse Salin, Serge Delair, Montpellier, Raphaël Pao. Oh, elle s'appelle Véronique. Bon, mais quand on s'appelle Bertrand de Balanda, il doit en manquer un peu, comme disait Franck Lebière, Isabelle R et Marie-Dominique Bams. Et Raphaël Fontaine, oui, pas Raphaël, oui. Bien, donc ça c'est le CCS. Donc pas d'objection, adopté et tout serait en ordre. Je rappelle que dans les commissions où on vote en général, si quelqu'un ne peut pas aller se faire remplacer par d'autres, ça fait complètement égal. Je veux dire par là, l'essentiel c'est que toutes les sensibilités soient représentées. Si tant est qu'il y ait des sensibilités, bon, et de cette manière, mais je ne parle pas tout, mais là. Bien. En ce qui concerne le CCAS. Ah oui, le CCAS c'est plus compliqué, ça je suis d'accord. Je parle des commissions municipales. Alors, un petit remboursement qui n'a pas fait beaucoup de dépenses à Marie-Alice Benz au 36,10 €. Une mauvaise langue disent qu'elle s'est nourrie que de sandwich en allant à Remagen, ce qui doit être vrai d'ailleurs. Et en conséquence, je vous demande de faire rembourser de 36,10 €. Ça devrait être, mais c'est une dépense effectivement, pas d'objection adoptée. Alors maintenant,